À première vue, ces images floconneuses et brouillées ne montrent rien de spectaculaire. Pourtant, celui qui est filmé réalise l'un des rêves les plus fous du XXe siècle. Ce mercredi 12 avril 1961, pour la première fois, un homme voyage dans l'espace. C'est un citoyen soviétique. Son nom, Yuri Gagarin. Le voilà 2 jours plus tard, à Moscou, accueilli en héros de la nation par le plus haut responsable du Parti communiste, Nikita Khrouchtchev. Sur le trajet entre l'aéroport et la place Rouge, c'est une marée humaine qui l'ovationne. Ces dernières 48 heures, la nouvelle de l'exploit du cosmonaute a fait le tour de la planète. 4 ans à peine après la mise en orbite du premier satellite Spoutnik, elle confirme l'avance des Soviétiques sur les Américains. C'est une très grande victoire dans la course à l'espace. Et en pleine guerre froide, c'est aussi une formidable propagande pour le régime communiste. L'exploit de Gagarine est un véritable camouflet pour les États-Unis. Ces images en couleur ont été tournées par des cinéastes imposés par les plus hautes autorités pour un grand film à la gloire du programme spatial. Mais en dehors de ces manifestations officielles, qu'ont-ils pu filmer? Et Yuri Gagarin, comment a-t-il été choisi? Par qui? Et pourquoi lui? Presque un mois plus tôt, dans une base isolée au fin fond du Kazakhstan. Parmi ces visiteurs, il y a des pilotes d'essai. Ils arrivent de Moscou, fiers d'avoir été sélectionnés parmi plus de 3000 candidats pour participer à un projet extraordinaire, l'envoi d'un homme dans l'espace. Là, on reconnaît Yuri Gagarin. Il est âgé de 27 ans. C'est dans une fusée comme celle-là que l'un d'entre eux partira bientôt. Lequel? Personne ne le sait encore. Petit retour en arrière. Ces 4 cônes que l'on voit là sont des accélérateurs. Ils vont propulser les 270 tonnes de la fusée. Un modèle mis au point il y a 5 ans pour lancer un missile nucléaire à plus de 5000 km. Une arme très redoutée par les Américains. Autre chose. Là, au sol, ce sont des rails, utilisés pour acheminer la fusée. Ils se prolongent jusqu'à l'endroit prévu pour le décollage, qui est à quelques kilomètres. Situé dans le sud de l'Union soviétique, au Kazakhstan, le cosmodrome de Baïkonour est à proximité de la ligne de chemin de fer qui rejoint Moscou à plus de 2000 km. La fusée a été fabriquée là, à Kuibychev. Et c'est par le rail qu'elle a pu être transportée jusqu'à Baïkonour. Pour les ingénieurs du centre, le temps des préparatifs est compté. Ils espèrent doubler leurs rivaux américains, qui sont eux aussi sur le point d'envoyer un homme dans l'espace. Ces images ont été tournées aux États-Unis, dans un centre d'essai de la NASA. Ce cône flottant, c'est la capsule qui a été conçue pour amérir après le vol. Et lui, c'est Virgil Grissom, l'un des 7 astronautes du programme spatial américain. Le voilà essayant de sortir de la capsule dans des conditions proches de celles qu'il connaîtra en pleine mer. Un exercice assez délicat. Autre test, avec un astronaute qui n'a pas l'air très à son aise. C'est Walter Schirra. Il s'entraîne à supporter une chaleur supérieure à 50 degrés. Un exercice indispensable à cause de la très forte élévation de la température lorsque la capsule reviendra dans l'atmosphère. Quantité d'images sont tournées pour montrer comment ces premiers astronautes sont entraînés, préparés pour le grand jour. La presse les présente comme des héros des temps modernes,
les 7 Christophe Colomb, d'une nouvelle grande aventure américaine. Voilà des images tournées au début de l'année 1961, pendant une de leurs nombreuses conférences de presse. Ce face-à-face avec les journalistes et les caméras, c'est pour eux un peu la routine. Depuis leur recrutement, ils sont devenus des vedettes, les meilleurs ambassadeurs du programme de la NASA. Aucune date n'est arrêtée, mais le premier vol est pour très bientôt. Revenons au Kazakhstan, au cosmodrome de Baïkonour, en mars 1961. Un mois avant le grand départ, tout se passe encore loin des yeux du public, et l'identité des cosmonautes demeure secrète. Lundi 10 avril, 2 jours avant le vol, dans une salle de réunion du cosmodrome. Autour de la table, il y a de hauts responsables du programme et de l'État. Les 6 cosmonautes sont là aussi. Старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич, старший лейтенант Титов Герман Степанович, капитан Нелюбов Григорий Григорьевич, капитан Николаев Андреян Григорьевич, капитан Быковский Валерий Федорович и капитан Попович Павел Романович. Ce n'est que maintenant, moins de 48 heures avant le jour J, que l'un d'entre eux va être choisi pour être le premier à partir dans l'espace. Un responsable ministériel préside la réunion. À la fin de son discours, il a l'honneur de désigner le candidat retenu. Есть предложение тогда принять следующее решение. Утвердить для первого полета на космическом корабле-спутнике «Восток» в качестве пилота-космонавта старшего лейтенанта товарища Гагарина Юрия Алексеевича. Есть ли другие предложения? Bien sûr, il n'y en a pas. Нет. Тогда, товарищи, разрешите считать это предложение принятым. C'est officiel. Gagarine sera le premier homme envoyé dans l'espace. À lui de prendre la parole. Разрешите, товарищи, мне заверить наше советское правительство, нашу коммунистическую партию и весь советский народ в том, что я с честью оправдаю доверенное мне задание, провожу первую дорогу в космос. А если на пути встретятся какие-либо трудности, то я преодолею их, как преодолевают коммунисты. Un discours exemplaire, parfait. Mais le cosmonaute est-il vraiment choisi au tout dernier moment? Non. Sa nomination a déjà eu lieu. Mais les caméras n'étaient pas là, et le héros de l'histoire non plus. La séance est donc rejouée pour le film. Un film auquel de nombreux hauts responsables ont tenu à participer. Mercredi 12 avril 1961 vers 9 h du matin. C'est le jour J. Yuri Gagarin est devant, en combinaison orange. Il fait un signe de la main au caméraman qui le filme. Derrière le cosmonaute, en blanc, il y a un médecin. À gauche, le concepteur de la combinaison spatiale. Et encore derrière, c'est German Titov. Jusqu'à la dernière minute, Titov sera prêt à remplacer Gagarin. Ils sont maintenant conduits en autobus au pied de la fusée. La caméra ne s'intéresse plus qu'aux héros de l'histoire. À 2 heures du décollage, il se montre très souriant. En apparence, le cosmonaute et son entourage ont l'air sereins. En réalité, la tension est immense. Personne ne sait vraiment comment un homme peut réagir une fois dans l'espace, ni quelles sont ses chances de retour. Le plus inquiet, c'est probablement cet homme en chapeau, Sergei Korolev, le concepteur de la fusée, le père du programme spatial soviétique. Pour devancer les Américains,
il a pris des risques importants. Jusqu'au dernier moment, Gagarine est filmé. Ici, nous sommes à une trentaine de mètres de haut, sur la rampe de service qui mène à la capsule. Et voilà même des images qui le montrent à l'intérieur de la capsule, prêt à décoller. En réalité, ces images ont été filmées un autre jour. Comparons-les avec celles qui ont été prises sur la rampe de service. Regardez, là, cet accessoire rond avec un joint épais et noir. Quand Gagarine est dans la capsule, il n'y a pas de joint épais et noir. Ces images sont un petit arrangement avec la réalité. À 11 heures et presque 7 minutes, c'est la mise à feu. La fusée pèse plus de 281 tonnes et mesure 38 mètres de haut. Un instant, c'est tout en haut, là, que Yuri Gagarin a été installé dans une capsule d'à peine plus de 2 mètres de diamètre. Personne n'est autorisé à rester à découvert dans un rayon d'1,5 km. Ces images sont enregistrées par une caméra commandée à distance. Plusieurs autres caméras télécommandées ont été installées pour immortaliser cet instant historique. À l'évidence, les caméras qui prennent ces images ont été placées au plus près de la fusée. Revoyons ça. Première caméra. Deuxième caméra. La troisième est au pied du pas de tir. Une quatrième filme de tout en haut de la tour. Tout se passe au mieux. Cette dernière caméra a été placée de telle façon que l'on puisse voir l'ombre de la fusée sur le sol. Belle idée. Et coup de chance aussi. Sans soleil, il n'y aurait pas d'ombre. En fait, il n'y a pas que ces caméras télécommandées qui filment le décollage. Un opérateur de l'équipe a bravé l'interdiction de s'approcher. Il a filmé le plus près possible l'envol de la fusée. Après le décollage, la fusée prend la direction de l'Est. Quelques 10 minutes plus tard, Gagarine est déjà en orbite. Puis il entre dans la nuit. À 8 km par seconde, c'est une nuit vite passée. Gagarine réussit un tour presque complet du globe en 1 heure et 46 minutes, avant d'atterrir aux environs de Saratov, à 1500 km de son point de départ. Pendant le vol, des stations de contrôle ont été en contact radio avec le cosmonaute. Écoutons Gagarine, 5 minutes seulement après son décollage. Cèdre, c'est le nom de code de Gagarine pour cette mission. Un peu plus tard, à 11h27 minutes. En plus de la communication sonore, un autre signal est reçu par les stations. Des images. 2 petites caméras ont été installées dans la capsule pour filmer Gagarine pendant son vol. Retransmettre des images depuis l'espace est possible
depuis un peu plus d'un an, une formidable prouesse technologique que les soviétiques sont encore les seuls à maîtriser. Mais il n'y a pas que dans leur station que ces images ont été vues. 20 minutes seulement après le décollage, une base secrète américaine dans l'île de Chemia a elle aussi capté le signal. Pour les renseignements américains, ces images du cosmonaute apportent la preuve incontestable que les soviétiques ont réussi à mettre un homme en orbite. À Washington, la nouvelle a l'effet d'un coup de tonnerre. Voilà comment le président Kennedy a lui-même réagi dans les heures qui ont suivi. I do not regard the first man in space as a sign of the weakening of the free world, but I do regard the total mobilization of men and things for the service of the communist bloc over the last years as a source of great danger to us. And I would say we're going to have to live with that danger and hazard through much of the rest of this century. 2 jours après le vol, vendredi 14 avril, à l'aéroport de Moscou. Depuis ce matin, quantité de tracts sont distribués. Et sur ces tracts, la photo du héros. Il y a à peine 48 heures, Gagarine était un inconnu. Aujourd'hui, son portrait est déjà partout. Et il a pris du galon. Gagarine a été promu major pendant son vol. Mais cette photo, quand a-t-elle été faite? Elle a très probablement été prise et imprimée avant son départ dans l'espace. Voilà les plus hauts représentants du gouvernement, avec en tête Nikita Khrouchtchev, le premier secrétaire du Parti communiste. Et juste à côté de lui, à droite, ce sont les parents de Gagarine, un couple de paysans des environs de Moscou. Pour Khrouchtchev, leur présence est indispensable afin de bien montrer les origines populaires du héros de l'Union soviétique. Et voici l'arrivée de l'avion de Gagarine. Parmi les reporters qui filment, il y a ceux qui étaient à Baïkonour. Leurs images sont en couleur. Gagarine se dirige vers la tribune officielle où il doit s'adresser à Khrouchtchev. Pour le jeune cosmonaute, il y a de quoi être pétrifié. Mais il sait précisément ce qu'il doit faire, et il connaît par cœur le discours qu'il doit prononcer. Tout est prévu, sauf un petit détail qui doit bien le troubler. Regardez. Petit problème de lacet. Le lacet de sa chaussure droite est défait. Gagarine a dû le remarquer, car il fait bien attention à ne pas marcher dessus. Mais que faire? Ce n'est pas le moment de s'arrêter pour renouer son lacet. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, председатель Совета министров СССР, рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Все системы и оборудование корабля работали четко и безупречно. Самочувствие отличное. Готов выполнить любое новое задание нашей партии и правительства. Майор Гагарин. Les embrassades sont très chaleureuses. Nikita Khrouchtchev voulait être le premier à accueillir Gagarine. C'est lui qui a exigé qu'une grande journée de célébration soit organisée à Moscou en son honneur. En début d'après-midi, le cortège prend la direction du centre-ville. La dernière fois qu'il y avait autant de monde dans les rues de Moscou, c'était en 1945, pour fêter la victoire contre l'Allemagne.
Aujourd'hui, c'est pour acclamer Gagarine que l'on voit là, avec Khrouchtchev d'un côté et Madame Gagarine de l'autre. Les caméramans ont été autorisés à s'approcher de très près de la voiture décapotable pour bien les filmer. Une cérémonie est organisée sur les lieux des grands rassemblements du régime, la Place Rouge, envahie par des centaines de milliers de personnes. Là, c'est le mausolée de Lénine, où Gagarine et Khrouchtchev doivent apparaître en public. L'événement est filmé par plusieurs caméras de télévision. Des caméras comme celles que l'on voit là, sur cette estrade. Leurs images passent en direct à travers toute l'Union soviétique et dans plusieurs autres pays d'Europe de l'Est. Khrouchtchev voulait que ces célébrations connaissent un retentissement immédiat. Formé dans le plus grand secret, le jeune major est brutalement projeté dans les lumières de la célébrité. Des dizaines de journalistes étrangers font aussi des images. Voilà un reportage qui est passé quelques jours plus tard dans les salles de cinéma américaines. The space pilot, whom the Russians have deified as the man of the century, arrives at the airport outside of Moscow for his first public appearance. Questions that have arisen in the West about the validity of his flight have no place here today, as the crowds go wild over the first man to conquer space. Major Gagarin's initial function is a long red-carpeted walk to the platform, where Khrushchev greets him. Gagarin puts party first by thanking the communists for the opportunity. Erupts with a Russian bear hug and kiss as Yuri's pictures are waved. There have been grumblings in Russia about the cost of the space program, but that is forgotten today, as tens of thousands pour into Red Square to get a glimpse of their hero. He stands atop Lenin's tomb and receives their accolades. There have been many unanswered questions about the flight, but there's no question of who is number one man in Russia today. Toutes ces images en couleur des journées historiques du mois d'avril 1961 ont été tournées par près de 30 caméramans engagés pour la même mission, faire un film à la gloire du programme spatial et du régime soviétique. Avant d'être diffusées, ces images sont passées au crible par les autorités. Certaines sont montrées, d'autres interdites. Celle-là, par exemple. Pour ne pas révéler aux Américains la forme de l'engin spatial, ces images du décollage ne seront pas utilisées avant des années. Quant à Gagarine, devenu le héros de l'histoire, les cinéastes ont eu la tâche de le filmer le mieux possible, avant, pendant et après le vol. Et pour cela, il a parfois fallu tricher. Regardez ces images du héros dans l'espace. Elles ont été faites plus tard, à terre, dans un centre d'entraînement. Voilà à gauche celles qui ont effectivement été transmises pendant le vol. Elles sont brouillées, granuleuses et mal définies. Celles de droite tournées à terre sont bien nettes et stables. Et Gagarine est plutôt bon acteur. Écoutons-le. Земля, космонавт, самочувствие отличное, продолжаю полет. Наблюдаю Землю, различаю складки местности, лес, реки, облака кучевые. Кругом все красиво, красота. Pour les besoins du film, Gagarine a rejoué beaucoup d'autres moments de son aventure. Mais il n'est jamais retourné dans l'espace. Les autorités du pays ne veulent pas risquer la vie du héros. À son retour sur Terre, une autre mission l'attend. À lui de paraître en public, de se montrer autant que possible, de symboliser cette grande victoire soviétique pour les heures, les jours et les années qui vont suivre.